Comme le film Ready Player One est actuellement disponible depuis peu d'ailleurs sur Prime Video, eh bien écoutez, j'en profite pour enfin vous en parler. T'avais prévu d'en parler avant que le film soit sur Prime. Mais chut, ça fait genre il y a un contexte et tout. Bref, je viens de le dire, nous allons parler du film Ready Player One de Steven Spielberg, sorti en 2018, adapté du roman Player One de Ernest Cline, sorti en 2011. Alors oui, je sais, il y a écrit Ready Player One sur le livre, mais forcément, vu que l'adaptation de Spielberg s'appelle comme ça, le titre a été changé. Mais enfin bon, Ready Player One, on comprend l'idée, hein. Bon, je considère que vous avez eu le temps de voir le film, puisque déjà il est sorti en 2018. Ensuite, il a été disponible pendant un temps sur Netflix. Maintenant, il est sur Amazon Prime. Globalement, pour moi, vous avez eu le temps, donc je vais spoil comme à chaque fois que je parle d'un film ou d'une série. Pour résumer rapidement, l'histoire se passe en 2045. Le monde est dans un piteux état, mais genre vraiment, et les gens du coup se réfugient dans un univers virtuel qui s'appelle l'Oasis, qui a été créé par James Hallyday. Ce très très grand fan de pop culture, avant de décéder, a décidé de cacher 3 clés dans l'immense univers qui est l'Oasis. Chaque clé peut être trouvée d'abord à l'aide d'une énigme qui donne accès à une épreuve, et c'est en gagnant cette épreuve que vous gagnez la clé. Autant vous dire que ce n'est pas si simple, et la preuve en est que quand l'histoire commence, cela fait déjà 5 ans que James Hallyday est décédé. Le premier indice pour la clé a été découvert, mais personne n'a gagné la clé. L'épreuve qui a donc été découverte est une course extrêmement difficile, et c'est pour cela que, pour l'instant, au bout de 5 ans, personne n'a encore réussi à la gagner. Et comme cela fait déjà 5 ans, eh bien, la course, du coup, pour gagner, elle a été un peu abandonnée, si ce n'est par ceux qu'on appelle les chasseurs, pour chasseurs d'œufs. Ouais, ils se sont vachement foulés pour le coup. Et l'entreprise IOI qui fait ça uniquement pour le profit. Car oui, je ne vous ai pas dit ce qui se passe quand vous gagnez les 3 clés. Quand vous avez les 3 clés, vous gagnez tout l'argent de James Hallyday, qui est extrêmement beaucoup. Héritera de mes actions Gregarious Games, qui sont actuellement cotées à 500 milliards de dollars. Ainsi que le contrôle total de l'Oasis. Mais lorsqu'un jeune garçon sorti de nulle part, Wade Watts, gagne la première clé, la chasse évidemment se relance jusqu'à se transformer en guerre pour l'argent. Et donc c'est parti, on rentre dans cet univers. Mais c'est pas des lunettes de réalité virtuelle ça, c'est des lunettes pour le PC contre les lumières bleues. Oui bah ça va, je fais ce que je peux, j'ai pas de casque de réalité virtuelle. Alors, puis bon, c'est lié aux ordinateurs ça. Nostalgie ou pop culture? La nostalgie, c'est cette sensation de regretter une époque passée que l'on a vécue, voire même d'ailleurs que l'on n'a même pas vécue, mais qui, de ce qu'on nous dit, avait l'air tellement mieux que notre époque actuelle. Actuellement, on est très nostalgique des années 80. Je n'étais même pas née, mais la façon dont on m'en parle, les films que je regarde, les musiques que j'écoute encore aujourd'hui, c'est des trucs hyper cultes pour moi, je n'ai pas connu, et pourtant j'en suis fan. Franchement, ça avait l'air grave mieux les années 80. Alors oui, bon, je suis pas stupide, je sais que tout n'était pas tout rose et tout ça, mais laissez-moi croire ce que je veux. Mais là, je vous parle des années 80 parce que c'est en partie le propos du film. Mais bon, je suis aussi nostalgique, je sais pas moi, des jeux vidéo des années 90, des dessins animés des années 2000, qui étaient les meilleurs, ne dites pas le contraire. Je sais pas, des séries des années 2000. Il y a plein de choses comme ça, mais il y a aussi plein de choses que j'aime aujourd'hui. Vous le savez, je suis une fan de pop culture, je ne le cache absolument pas. Donc bien sûr, la culture pop des années 80, 90, tout ça, je la connais quand même pas mal, on va pas se mentir. Et puis surtout,
Bah, c'est la même en fait, parce que si on regarde, vous avez les remakes, les préquels, les suites, les reboots. Ça ne s'arrête pas. Ce sont toujours les mêmes œuvres. Prenez, je sais pas, Star Wars. C'est encore toujours Star Wars qui est là. Et on va pas se mentir en plus, visuellement, ça claque grave plus avec les technologies actuelles. Mais malheureusement, ça veut pas toujours dire que le fond est bien, mais ce serait un autre sujet. Mais bien sûr, si vous voulez exemple de qui surfe sur la vague nostalgie des années 80, c'est bien sûr la série Stranger Things, qui nous ressort plein de références à des jeux vidéo, à des musiques, à des acteurs de l'époque comme Winona Ryder. Bref, il y a vraiment de tout. Et je vous autorise évidemment à critiquer cette série, mais moi je l'aime, donc vous me ferez pas changer d'avis. Mais bon, laissons Stranger Things, tout ça derrière nous, et revenons sur Ready Player One. Et je vais contredire absolument tout ce que je viens de dire et ce que beaucoup de gens pensent de ce film. Pour moi, non, ce film n'est pas de la nostalgie. Déjà, il faut comprendre une chose, le créateur, James Hallyday, est né en 1972 et décédé en 2040. Donc, la pop culture des années 80, 90, 2000, ben lui, il l'a connu, en fait. Donc c'est pas forcément qu'il est nostalgique de ces œuvres-là, c'est juste que il est fan de trucs qu'il a vus plus jeune, et quand il a créé l'Oasis, en fan de pop culture, il a juste réinséré dans son univers les choses qu'il aimait. Franchement, moi je vais pas critiquer, j'aurais fait la même. Alors, vous allez me dire, enfin peut-être, j'en sais rien, je vous entends pas, mais Wade, lui, il est né en 2024, il a pas pu connaître cette culture, lui. Oui, ça c'est vrai. Là-dessus, d'accord. Mais il faut comprendre que déjà, en étant plongé constamment dans l'Oasis, il baigne dans cette culture pop comme si c'était la culture de son époque. Et secondement, il ne faut pas oublier que c'est un immense fan de James Hallyday. Il veut absolument tout savoir de ce mec, ce qu'il aimait, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, tout. Et en plus, dans l'Oasis, il a cette opportunité, puisqu'on trouve les archives de James Hallyday, qui sont, on va dire, une sorte de bibliothèque-musée. Wade peut tout connaître de James Hallyday, et donc être plongé constamment dans cette pop culture, comme si c'était purement la sienne, et donc il ne peut pas être nostalgique de ce qu'il est en train de vivre. Et le dernier truc qui, pour moi, rajoute au fait qu'il ne peut pas y avoir de nostalgie, ce sont les modeurs, qui sont les personnes qui justement vont rajouter du contenu qu'ils vont créer eux-mêmes et qui n'est pas dans l'Oasis, puisque James Hallyday, il est mort, donc il va pas rajouter du contenu pop culture de ce qu'il n'a pas pu connaître. Et les modeurs sont là pour ça, ils ajoutent ce qui n'y est pas. Ah, ouais, Ash a une super cote chez les modeurs. C'est comme ça qu'il se fait un max de pièces dans l'Oasis. Et d'ailleurs, ça se fait totalement aujourd'hui dans des tas de jeux. Donc pour moi, non, Ready Player One n'est pas une œuvre nostalgique, c'est plus une démonstration de comment on se plonge, nous, dans la pop culture actuellement. Parce que franchement, vous regardez derrière moi, on a un Pokémon, les bonbons de Chihiro, on a une baguette de Harry Potter, en face de moi, j'ai Dark Vador, j'ai Bulbizarre, j'ai Batman. Bref, on baigne tout le temps dans cette pop culture. Donc pour moi, c'est juste le reflet de cette façon de vivre et non de la nostalgie. Le choix des œuvres. Si Spielberg fait un film purement geek en mélangeant autant de licences que possible, c'est qu'il maîtrise le sujet. On l'oublie très souvent, mais en vrai, Spielberg, c'est un gros geek. Il est fan de vieilles séries B, il est fan de James Bond. Il a dit une fois que le monde serait plus pauvre sans la série Doctor Who, la série britannique de science-fiction. Et il ne faut pas oublier qu'il a co-créé le studio d'animation DreamWorks. C'est aussi un fan de jeux vidéo, il faisait des LAN avec George Lucas à l'époque. Il aime les vieux jeux d'aventure ou même des jeux comme Call of Duty. Ouais, j'ai un peu de mal à imaginer Spielberg en train de jouer à Call of, mais écoutez, pourquoi pas, hein.
Et je sais pas si vous le savez, mais ça fait un petit moment qu'il essaie de lancer quelque chose sur la franchise de jeu Halo. Film, série, on sait pas en tout cas ce qu'il va pouvoir faire, mais en tout cas il essaye. Steven Spielberg, c'est quand même un réalisateur majeur, créateur d'un nombre d'icônes de la pop culture. J'ai la flemme de vous les citer, la vidéo elle durerait 2 heures. D'ailleurs, on aurait pu s'imaginer qu'il y aurait quand même pas mal de références aux œuvres de Spielberg, puisque déjà il y en a quand même plusieurs dans le roman, et pourtant dans le film, il n'y en a qu'une. Et cette référence semble ne pas avoir été choisie au hasard, puisqu'il s'agit du T-Rex de Jurassic Park. Déjà, on peut voir que Spielberg ne se sert pas du film comme un tableau publicitaire de ses œuvres, alors qu'il y en a beaucoup plus dans le roman. C'est un mec quand même plutôt modeste à ce niveau-là, mais s'il a choisi le T-Rex, c'est pas pour rien. Jurassic Park montrait la création de quelque chose de merveilleux avec les dinosaures et aussi l'amélioration des technologies avec l'image de synthèse qui pour le coup avait émerveillé les spectateurs à l'époque. Ça vous rappelle pas un petit peu l'Oasis? Est-ce que c'est bon pour vous? Et dans Jurassic Park, des gens essaient de s'emparer du coup de cette technologie de création de dinosaures pour l'argent, comme l'entreprise IOI essaie de voler l'Oasis pour l'argent. Bon, par contre, beaucoup moins crédible, parce que même si IOI, ça veut dire Innovative Online Industries, moi je lis LOL sur le logo, ce qui casse un peu la crédibilité du truc. Mais bref, donc Spielberg n'a pas choisi la référence à ses propres œuvres par hasard, c'est parce qu'elle est fondamentalement liée à Ready Player One. Donc on peut se dire, est-ce qu'il y a d'autres références comme ça qui ont un sens? Quand le film commence, Wade nous montre l'Oasis. On y entre et on aperçoit différents mondes pour nous montrer à quel point c'est immense. Et quel est le premier monde que l'on voit? Ça, c'est l'Oasis. Un endroit où les seules limites... C'est Minecraft. C'est quand même un jeu culte avec une communauté incroyable de joueurs et certains adorent recréer les décors d'autres films de pop culture. Déjà, c'est une parfaite référence pour nous faire comprendre ce qu'est l'Oasis avec la présence d'autres éléments de pop culture et aussi du coup un clin d'œil aux modeurs qui en rajoutent toujours plus. Et ça ne s'arrête pas là. Je vous l'ai dit, si vous avez bien suivi, la première épreuve qui a été trouvée est une course extrêmement difficile. Et donc, qui dit course, dit véhicule. C'est pas une course à pied, c'est une course de voiture. Et alors, dans la culture pop, des véhicules roulants, ça manque pas. Il y en a des tonnes. Mais là, c'est pas n'importe quel petit réalisateur à l'arrache comme ça, qui aurait pu prendre n'importe quel véhicule parce qu'il le trouve plus connu qu'un autre, parce qu'il l'aime mieux qu'un autre. Non, je le rappelle, c'est Steven Spielberg. Du coup, ça ne s'est pas passé comme ça. Bonjour Monsieur Spielberg. Une seconde, je mets en pause. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, alors voilà, avec l'équipe, on a fait comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'on vous a listé tous les véhicules roulants, bien sûr, pour la scène de la course. Voilà, la première épreuve dans Ready Player One. Et on va vous laisser, comme vous le demandiez, piocher les véhicules les plus importants. Voilà, je vous donne la liste. Merci. Ah oui, ça en fait, hein. Alors, voyons voir. Alors, pour Parzival, écoutez, ce sera la DeLorean de Retour vers le futur. Hein, vous notez. Alors oui, donc Parzival, DeLorean, très bien. Et pour Artemis, la moto de Canada dans Akira. Écoutez, c'est bien, ça nous fait une moto et une voiture. Artemis, Akira, très
Bien. Voilà, et puis écoutez, bah, vous me mettez d'autres véhicules un peu connus à droite à gauche, hein, autour de K2000, ce genre de truc. Enfin bon, je vous fais confiance, moi, j'ai une partie de Call of à finir. Allez, bonne journée. Bon bah, je vous dérange pas plus, hein, monsieur Spielberg. Bonne journée. Bon, même si c'est très drôle à imaginer, non, ça n'a pas été ça. Parzival, donc Wade, notre héros, conduit la DeLorean de retour vers le futur. Et comment est-ce qu'il réussit la quête pour la clé? Eh bien, il le fait en fouillant le passé et en faisant la course en reculant. Et vous n'allez quand même pas me dire que fouiller le passé et partir en reculant, c'est pas symboliquement remonter le temps. Et si on rajoute la phrase de Hallyday qui a mené Parzival sur cette piste, je trouve que ça en rajoute. Pourquoi on ne peut pas revenir en arrière pour une fois? Marche arrière à toute vitesse, à la vitesse de l'éclair. Alors, je sais pas si c'est moi qui délire, c'est possible, mais ça m'a rappelé deux scènes. Bien sûr, l'histoire de la vitesse avec le fameux 88 miles à l'heure. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça représente à peu près 141 km/h. Et quand il dit vitesse de l'éclair, l'éclair, ça m'a fait penser à la fin du film, quand Doc essaye d'aider Marty à repartir dans son présent. Ils utilisent un éclair. Mais là, c'est peut-être moi qui extrapole complètement et qui part encore complètement en délire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Artemis, le deuxième personnage principal, pilote la moto de Kaneda dans Akira. C'est un jeune homme qui se rebelle contre une mégalopole corrompue qui utilise des adolescents pour arriver à leur noir dessein. Et Artemis, elle, se bat contre IOI puisqu'ils utilisent des gens qui ont des dettes financières envers eux en les forçant à travailler pour eux. Donc dans l'Oasis, par exemple, quand on voit ceux qui font la course pour eux, et il y en a qui en décèdent. Mon père est mort dans un centre de fidélité. Il a emprunté du matériel. Il avait plein de dettes. Il espérait les rembourser en bossant pour eux, mais il n'a pas réussi. Il y a une scène où notre héros utilise la Sainte Grenade, qui est une référence évidente au Monty Python Sacré Graal, et c'est d'ailleurs un gag dans le film, puisque dans le film, c'est juste une grenade. Dans ce film, on suit des chevaliers qui partent à la recherche d'une relique. Bon bah ici c'est le Graal, du coup. Et pour cela, ils doivent résoudre des épreuves, comme dans Ready Player One, pour obtenir les clés. Un autre ami de Parzival, Toshiro, alias Daito, dans l'Oasis, se transforme en Gundam. Et là encore, on voit des adolescents qui se jettent dans des conflits complexes qui dépassent complètement leur personne. Et je pourrais vous faire une vidéo de 2 heures retraçant la grande majorité des références, de leur sens, de la raison des choix de Spielberg, mais ce serait un petit peu trop long et j'ai méga la flemme. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les choix ne sont pas faits au hasard et que beaucoup représentent des adolescents qui se retrouvent confrontés à des conflits qui souvent les dépassent, comme c'est le cas dans Ready Player One contre l'entreprise IOI. Tous ces éléments sont pris avec énormément de sérieux et de pertinence. Spielberg, il fait pas juste ça pour surfer sur la nostalgie ou sur le fait de pouvoir vous permettre, vous petits geeks, de vous masturber tranquillement en voyant vos héros préférés en train de se battre. Non, Spielberg, ici, il traite la culture geek avec énormément de respect et il la met à la même hauteur que la culture avec un grand C. Et ça fait super plaisir. Mais il ne faut pas oublier, et ça Spielberg nous le fait comprendre, ce ne sont que des images. Ce n'est pas la vraie moto de Kaneda. Tu m'étonnes que j'ai vu, c'est la moto de Kaneda dans Akira. C'est un skin projeté sur un cadre standard. Il met en garde, ce n'est que de l'image.
mais il faut y faire attention, c'est de l'image qui peut capitaliser sur votre argent, puisque beaucoup de choses sont évidemment achetables, qui peut vous aider du coup soit à plonger complètement, soit à vous faire remettre en question la réalité. Virtuel et réel. L'une des plus grandes questions du film, évidemment, c'est la question entre le réel et le virtuel. Le film se passe dans un univers complètement apocalyptique, complètement dévasté. Le réel est nul à chier, en fait. Aujourd'hui, la réalité est nulle. Tout le monde cherche un moyen de s'évader. Et du coup, les gens se réfugient dans le virtuel, l'oasis, qui est 100 fois meilleur que ce qu'ils vivent. Nous allons parler maintenant de Aristote. Non, parlez pas, je vous jure, je vais essayer de faire ça de façon pas trop chiante. Hein, s'il vous plaît, restez. On va parler du principe de catharsis. Le principe était que le spectateur d'une pièce de théâtre, oui bah c'est Aristote, hein, c'est pas la même époque, pouvait, en s'identifiant à un personnage qui faisait des actes néfastes, se libérer en fait des siens, de ses pulsions, du coup, en voyant quelqu'un les faire. Il n'avait pas besoin du coup de les commettre lui-même et c'est une sorte, on va dire, de plaisir par procuration. Et d'ailleurs, beaucoup de psychologues et de psychiatres pensent la même chose des jeux vidéo, puisqu'on commet des actes violents dans le jeu et du coup ça évite de les faire en vrai. En fait, ça canalise et ça purge toute cette violence et cette colère que l'on peut ressentir. Et c'est sûrement pas pour rien que la planète Doom est aussi populaire dans l'Oasis. Les gens dans cet univers, ils sont en souffrance totale dans le réel. Alors, Doom, c'est une planète qui leur permet de déverser toute leur colère, de se battre, de tirer sur des gens, mais c'est du virtuel. Le film Ready Player One montre à travers la réalité virtuelle que les gens qui vivent un univers terrible peuvent continuer à aller de l'avant et peuvent continuer à rêver alors que cela leur est impossible dans le réel. Mais cela ne veut pas dire que le réel n'existe plus, puisque on voit que Parzival Wade crée des amitiés dans l'Oasis, crée une histoire d'amour dans l'Oasis. J'ai trouvé mes amis. Et oui, je sais, c'est un peu ridicule, mais j'ai trouvé l'amour. Et cela finit par se faire aussi dans le monde réel. Hélène! Daito, mon vrai nom c'est Toshiro. Chaud? Ouais, je sais, j'ai 11 ans et alors? Et l'autre lien entre le réel et le virtuel, c'est bien sûr l'entreprise IOI qui veut mettre la main sur l'Oasis uniquement pour l'argent. Et on sait que du coup, ils vont faire ce qu'ils en veulent et ils vont s'en ficher de ce que James Hallyday avait construit. Pour sauver leur univers, pour sauver leurs rêves, pour sauver leur échappatoire, les joueurs vont aller jusqu'à se battre, faire une énorme guerre contre l'entreprise IOI, leur ennemi commun, dans l'Oasis, mais dans le but de détruire l'entreprise dans le monde réel. Et en plus, s'ils meurent ou s'ils se blessent dans la guerre, eh ben ils n'auront rien. Enfin, sauf si en courant avec le casque virtuel, ils se mangent un mur. Mais bon, c'est autre chose. Conclusion. Le film Ready Player One est une pépite. Il montre qu'à travers la réalité virtuelle, on peut continuer d'avoir du rêve et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir cette idée quand on voit notre monde basculer. Mais le réel existe toujours puisque je l'ai dit, les amitiés et histoires d'amour créées dans l'Oasis se concrétisent. On ignore de quoi sera fait notre futur, mais gardons espoir que l'on pourra toujours rêver un peu, même si au final c'est dans de la réalité virtuelle. Par contre, si vous voulez voir le film, regardez-le en qualité de ouf. On ne fait pas du 480p sur mobile. Parce que franchement, vous rateriez un bijou visuel du cinéma. Et juste avant de terminer, je vais répondre à une question qui est: est-ce qu'il y aura une suite? Puisque vous le savez peut-être, mais Ready Player 2, ou Player 2, toujours de Ernest Cline,
est sorti en 2021. Mais de ce que j'ai entendu dire, Spielberg n'a pas particulièrement pour projet d'adapter ce roman en film. Maintenant, voilà, il est sorti en 2021, c'est peut-être un peu récent pour le savoir, donc on peut toujours garder un petit œil là-dessus, et puis on verra ce que décide Spielberg. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce, et si vous le souhaitez, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. C'était Angie and Dust, je vous dis à très bientôt. Bisous. Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups and downs and a lot of space, in between where anything can happen, and it probably will, so brace yourself.